Maintenant, c'est l'invité explosif. Explosif. Et notre invité explosif, c'est donc Romain Lévy. Je pense que vous l'avez compris depuis 19h. Et les mecs qui sont devant leur poste, ils sont donc rien à foutre. Mais non, nos auditeurs sont très heureux. Peut-être qu'ils se masturbent. Vous avez déjà pensé qu'il y a déjà Ah des non non, si, c'était si. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui se masturbe sur l'un d'entre vous. Florian alors. Bah, sur Moi, Gilles, quand je vais je sur t'en prie. Internet, c'est pour me masturber. Sinon, pourquoi aller sur Internet Franchement. J'ai vomi dans ma bouche. Tu sais que tout ça est Meilleur endroit est pour vomir. enregistré. On va parler de toi et de ton parcours un petit peu. Ah bah, Romain, vas-y, tu es d'accord? Alors, Bah, c'est de l'acrobranche. Donc, pendant tout le week-end. Donc voilà, ça c'est mes parcours préférés. Je suis toujours en Dordogne à faire de l'acrobranche avec les piste copines. noire. Voilà. Pardon. alors, très jeune, tu sais que tu veux devenir réalisateur. J'avais 6 ans. Tu avais, voilà. Tu as déjà toutes les réponses, non? C'est vrai. Alors, c'était avec quel film ou avec quel réalisateur? Non mais moi j'avais une collection de cassettes VHS piratées qui venaient du Sentier quand j'étais gosse. J'avais des parce que non mais on ne pouvait pas acheter des cassettes vidéo facilement à la Fnac comme on a pu connaître après dans les années genre 90-2000. Tu pouvais acheter des cassettes, mais une cassette ça valait 1000 francs à l'époque. Donc c'est très très cher. Donc tu pouvais avoir des cassettes, tu avais des magnétoscopes, tu pouvais enregistrer les films qui passaient à la télé, mais tu pouvais pas en avoir chez toi sauf si tu en avais en pirate. Donc j'avais pas mal de films pirates à la maison. Et je pense que le film qui m'a le plus marqué quand même quand j'étais gosse, comme plein de gars de ma génération, je pense que c'est E.T. Ça se joue entre E.T., Les Deux Funès, un film avec Randolph Scott qui s'appelle 4 hommes à abattre, je crois. 3 hommes à abattre. Il y en a à battre. Mais en fait, c'est la collection de vidéos de mon père, en fait. Donc, c'était les trucs... tu vois, j'avais les 10 commandements. Les 10 commandements, j'étais un fou des 10 commandements. Je trouvais qu'il avait une beubare de ouf. Charles tenait ça, je dis, mais c'est quoi cette beubare? En plus, quand t'es gosse, t'as pas de barbe. Donc, je dis, mais putain, le jour où j'ai une barbe, c'est la barbe du gars que je veux. Et ça, non, je kiffais les 10 commandements. Mais ouais, je pense que c'est ces films-là, quoi. C'était ce que j'avais, en fait. Et tu es venu E.T., pour ton interview, regardez, Il est là. Il est juste derrière. Pam, Et pam, E.T., je sais pas. pam. Et E.T., ce qui est très, très bien, je le prends avec moi parce que j'ai évidemment... Il y a des trucs fragiles ici. Non, mais en plus, Voilà. c'est très bien parce qu'en plus, mes parents m'avaient ramené un E.T. qui est, je pense, même genre. Il y avait le doigt qui s'allumait. Voilà, celui-là. c'est très mignon. Celui-là, non. Voilà, Ce garde-le sera un avec- peu comme Jean-Paul Belmondo, mais en E.T., quoi. pour aller à Roland Garros. Et non, mais il y a un truc que j'ai remarqué que les gosses font quand ils voient E.T. Si vous avez des enfants, je vous invite à le faire. C'est de regarder la tête que les gosses ils font quand ils pensent que E.T. meurt. Pour ceux qui n'ont pas vu E.T., à un moment donné, on croit qu'il meurt. Donc je suis désolé, mais il revient. Et tous les gosses, il revient, il est tout blanc, il est desséché de ouf, mais il revient. Et tous les enfants se retournent vers l'adulte parce qu'il ne faut pas laisser regarder un enfant. Enfin, laisser un enfant tout seul devant lui, surtout pas parce que c'est le truc, tu te fais avoir, tu t'es touché par l'idée de la mort et tout. Et tous les gosses se retournent à chaque fois vers l'adulte et ils disent mais E.T. va pas mourir. Et toi tu fais non, il va pas mourir. Ne casse pas les couilles. Arrête de chialer. Regarde le film. Mais tous les gosses font mais il va pas mourir. Et c'est incroyable. Ah. Et je trouve que c'est très beau qu'un film arrive de manière universelle à poser la même question dans le cœur de tous ses spectateurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup E.T. Et si vous avez un enfant qui ne se pose pas cette question, nous avons des docteurs Voilà. à vous recommander pour consulter. Oui, c'est vrai que s'il ne se pose pas cette question, On vous c'est enverra, que c'est Ted Bundy, votre enfant, et qu'il aime voir la mort et que c'est un sociopathe. Voilà. À 19 ans. À 19 ans, tu pars pour les États-Unis pour travailler ouais. dans le cinéma, finalement. Ouais, C'était ouais. à Los Angeles. Alors, comment tu as eu cette opportunité? Ah, ça, c'est une histoire de ouf. Donc, Ah, c'est un peu allez, marrant. encore Ah ouais, une. non, mais Ouais. franchement, c'est un peu kiffant. J'étais en prépa Sciences Po pour essayer de faire plaisir à mes parents en ambiance. Fais un truc sérieux, puis après, tu feras ton cinéma et tout. Oui, c'est très sérieux, là, pour le coup. Bah ouais, et en plus, par pur hasard, j'ai été pris dans cette prépa. Donc, pour la première fois de ma scolarité, j'étais un mec cool. Parce que dans les prépas Sciences Po, il faut le savoir, il n'y a pas beaucoup de gars cool. Il y a pas... Ferris Bueller ne va pas en prépa Sciences Po. Donc, très vite, le mec humilié que tu pouvais être au lycée devient un mec frais pour un problème comme ça démographique, tu vois, de composite, quoi, de qui compose la prépa. Bref, et je me faisais chier de ouf. Et un jour, j'accompagne une copine à moi, donc j'étais amoureux, qui me dit, je vais aller... Mais c'est marrant, je vous raconte pour l'anecdote, c'est un peu marrant. Et moi, j'étais amoureux d'elle, et elle allait à un dîner, genre, je viens pour mettre en tanné son mec. Tu vois. En fait, moi, je la kiffais, donc... J'arrive au dîner, hyper content de faire genre, je suis le nouveau mec, alors que pas du tout, j'étais en embuscade, j'attendais et tout. Et en fait, quand elle voit son ex, elle en a rien à foutre de moi, elle repécho le gars dans le dîner. Donc moi, je me retrouve en crevard dans le resto, et à la table d'à côté, moi, je commençais à monter en ciné de ouf. Je commençais à me taper des bouquins de chef-op sur Robert Richardson, Nestor Almendros, Vilmos Sixmond, tous les chefs-op des années 70 qui déchirent, quoi. Et j'entends que ça parle photo très sévèrement à la table d'à côté. Plus personne n'avait rien à foutre de ma présence à table. Donc je suis rentré dans la conversation, la table, et je commençais à discuter avec une femme
que je salue s'il nous écoute, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est certain, c'est pas du tout pour minimiser votre impact médiatique, mais elle vit à Los Angeles. Bon, elle n'a pas Internet, mais je pense pas, compte tenu de sa place démographique, qu'elle regarde Pantoufles Explosives, ce qu'elle devrait faire quand même. Et elle s'appelle Michel Mattei, elle était style photographeur de plateau sur un film qui s'appelle Apocalypse Now. Et je sympathise avec la meuf, et on parle jusqu'à l'aspirateur dans le resto. Tu vois, l'aspirateur. On parle jusqu'à 5h du mat, tout le monde se cache, je discute avec elle. Et je lui parle de ma passion, de ma ferveur folle pour le ciné. Et elle n'en revient pas qu'un mec de 19 ans soit autant intéressé par la photo. En plus, je ne voulais pas devenir chef-op du tout, mais à cette époque-là, ce chef de poste-là me préoccupait beaucoup. Et elle me dit, écoute, moi je suis pote avec un Français qui est décédé depuis, qui s'appelle Alain Siritsky, qui est le producteur d'Emmanuel, avec Juste Jacquin, qui était le réalisateur. Et il avait pris des parts dans un studio de légende que vous devez connaître, qui s'appelle Concorde Horizon, qui est le studio de Roger Corman. Et donc... elle m'a proposé d'envoyer un CV dans la boîte de Roger Corman. Et je suis parti là-bas pour 3 ans. À être sur des plateaux où on faisait de l'érotique soft, des films de vampires mexicains. Et j'avais mes potes qui je le dis, parce que je le dis parce que vous faisiez chier à Assas, là, en droit. Vous faisiez chier. Et moi, j'étais à Los Angeles, comme ça, un kiff de ouf. Mais non, c'était très, très cool. Et puis surtout, c'était une expérience magnifique, quoi, de faire du cinéma cheap avec des gens qui y croyaient. Et puis ça m'a beaucoup dégourdi parce que j'étais quelqu'un qui n'était pas capable d'appeler le 12. Avant d'y aller, j'étais très coincé et ça m'a décoincé. Et c'était super, quoi. Voilà. Et après, retour des États-Unis, c'est ça, Canal+. Ouais, en fait, j'étais pas sûr de rentrer. C'est ce que raconte un peu le début de Radio Star parce que tout n'était pas positif dans mon aventure, tu vois. Mais il y avait quand même des trucs qui étaient cool, humainement, rétrospectivement. Je me dis c'était super. Mais et pendant que je suis censé faire renouveler mon visa à Paris, j'ai 3 mois où j'ai pas grand-chose à foutre, tu vois. Et pour tester, pour voir si mon CV maintenant, tu vois, où il y avait une admission en fac de ciné, parce que j'avais réussi à rentrer élève, tu sais, boursier à UCL Extension, qui est le UCLA des pauvres, qui est le UCLA Non mais c'est vrai, parce que tu as UCLA de la journée, où il faut que tes parents ils aient une thune de ouf, et moi j'avais un taf, donc j'avais pu être sponsorisé par mon boss là-bas, et je faisais UCL Extension la nuit, quoi. C'était des cours comment il s'appelle, master class du soir, quoi. Bref, et je voulais voir s'il y avait sur mon CV d'avoir UCL Extension plus un taf chez Corman, ça allait faire ses preuves sur mon CV. Donc j'envoie un CV à Canal pour tester. Et il y avait à l'époque François Cognard, tous les mecs de Starfix, Christophe Lemaire, que je vous invite à inviter dans votre émission parce que c'est le gars le plus cool que je connaisse, c'est le geek le plus cool que je connaisse. Il a fait le Burger Quiz avec moi. C'est une mémoire du cinéma ambulante et tout. Comment dire, et au bout de 8 entretiens, ils m'ont pris à Canal. Et puis en fait, j'ai rigolé tellement. Je ne savais pas que je voulais faire de la comédie. Et puis on était une bande. Il y avait Omar et Fred, il y avait Jamel, il y avait plein de gars qui peuplent, je pense, avec énormément de talent, les écrans et de ciné, télé aujourd'hui, qui étaient avec nous. On a démarré, c'était un petit collège comme ça de mecs qui démarraient. Et puis je me suis dit, putain, je me marre tellement avec ces gars-là que je reste en fait. Voilà. C'est aussi bête que ça. Tu as été auteur pour Burger Quiz. Ouais. C'était à l'époque 2001-2002, Ouais. la première saison. Ouais. Énergie également, auteur Ouais. pour Énergie. C'est là où tu rencontres Manu, Manu Payet et Mathieu Houlion, Ouais. avec qui tu co-écriras Radio Star. Ouais. Puis à la rencontre avec Michael Youn aussi. Oui, mais ça, c'est un truc un peu... Si j'étais malhonnête, je dirais, ouais, Michael, ça a été incroyable, on a fait le succès des 10 commandements, des 11 commandements, 10 commandements, j'aurais kiffé aussi. Mais j'ai travaillé 2 jours sur le film. Donc, ils ont eu la politesse et l'élégance de me créditer au scénario. Mais franchement, j'ai rien foutu, quoi. Franchement, non, mais c'est vrai, non, si j'avais travaillé sur la conceptualisation de l'univers du dieu de la blague, ça c'est vrai, mais j'ai pas vraiment taffé sur ce truc-là, donc c'est sympa de leur part au producteur Abel Namias de m'avoir mis... au scénario, mais j'ai rien fait. Et est-ce que tu as plus taffé sur le film d'Elysée Moon, Cyprien? Ouais, j'ai beaucoup Ah, plus taffé. Cyprien, j'avais trop aimé. Mes potes, ils avaient pas aimé. Moi, j'étais morte de rire. Alors c'est toi. C'est toi qui l'as aimé. La seule, l'unique. J'étais morte de rire, moi. C'est hyper intéressant parce que tout est nécessaire, je pense, dans la vie. En fait, tout prend un sens rétrospectivement au-delà. Tu sais, il y a un truc, il y a un adage que j'aime bien en comédie. La comédie, c'est la tragédie plus le temps. Et donc... aujourd'hui, je peux me marrer de Cyprien. Je vous assure que quand je l'ai vu en avant-première, avec mon blast dessus, avec toute ma MIFA qui est avec moi comment on appelle ça, au Gaumont-Marignan, c'est la première fois qu'il y a ton blast sur une affiche. T'es comme un ouf. T'invites ta meuf, tes potes, tes ex. Je dis, voilà, sa mère, elle va voir. J'ai écrit Cyprien, elle va comprendre qu'elle aurait jamais dû me laisser. Et en fait, c'est Cyprien le film.
Et là, la vérité te retombe sur la gueule, mais d'une violence folle. Mais rétrospectivement, ça a été très souhaitable parce qu'une fois que j'ai pris cette vraie humiliation, cette vraie déception et tout, ben, j'ai dit, je n'écrirai plus jamais de film pour qui que ce soit d'autre parce qu'à chaque fois, le résultat n'est pas celui que j'ai escompté. C'est trop blessant et c'est trop dur et tout. Et j'écris Radio Star, disons, grâce au fiasco, je dirais, artistique qu'est Cyprien. Et c'était en 2012. Ouais. Alors le pitch, on le rappelle, pour Radio Star, qui veut le faire, le pitch? Tu veux le faire, Romain? Ben, le mec est toujours... il connaît encore par cœur son pitch. On peut revendre le film. C'est Wikipédia. Non, mais C'est une équipe de matinale radio qui fait le tour de... qui fait le tour de France, et puis surtout, t'as un jeune qui rejoint une équipe de matinale, et c'est des connards, quoi, et ils se rendent compte qu'à force d'être connards, ils perdent leur audience, et leur patron d'antenne les envoie à travers la France à la rencontre de leurs auditeurs, des gens qu'ils méprisent. Comment peut-on retrouver, se réconcilier avec des gens que l'on méprise soi-même? C'est avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Benjamin Laverne qu'on avait reçu ici. Ah, Benjamin, il est venu chez vous? Ouais, il est venu. Il est cool, hein? Il est hyper cool. Coincé. Coincé du cul. On écoute... Non, attendez, il est coincé, quand même. Non, il est... Il mais non. insiste. Il est coincé, gros, il est coincé. On regardera le replay. Ah, c'est un connard. On écoute un petit extrait. Moi aussi, j'aurais bien voulu être dans les médias, tout ça, un peu comme vous, quoi. Bah comme nous, ouais, exactement pareil. Mais bon, mon père m'a dit que tout était aux mains des... Donc là, elle mime un nez. Crochu. Pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ça. Je suis fin, j'ai de l'argent sur ma vie, je vais me faire gagner de l'oseille. On va s'acheter des Rolex en or. Je peux raconter une anecdote de ouf sur cette scène. Le ciné, la télé, les banques, les magazines. Ils ont tout. Faut être juif pour réussir dans les médias. Ouais, ou alors faut être pédé. Ou PD. C'est clair. Allez au gros pédé, tiens, vas-y, moi. Quoi? 2 petites secondes, je vais au Wawa. Ah, bah, dis donc. Mec, je me casse d'ici, c'est une nazie. On en a rien à foutre, tu vas me brosser ce petit cul magnifique et tu vas venger 6 millions d'innocents avec ta Mec, je m'en fous de son cul, je suis juif, je vais pas baiser Hitler. C'est Hitler avec un BEP coiffure. Monsieur, je crois que vos toilettes sont bloquées, hein, ou alors il y en a un qui est en train de libérer Mandela. Bon, ok, c'est une ordure. Tu me la baises sale, tu me la baises violent, mais tu me la baises. Alors, l'anecdote sur cette scène. C'est que Il y en a nous tous plusieurs, autour de la mais je table, vais on dit je vais au Wawa. Pardon? Nous tous autour de la table, on dit je vais au Wawa à Wawa, cause de ouais. cette À scène. cause de Vraiment, cette scène. à cause d'elle. Ça, c'est vrai. Ah bah oui. Merci, putain. C'est juste pour se moquer, parce Pardon, que personne ne dit je vais au Wawa. Si, il y a des gens qui disent. Bah oui, justement, Ils sont- elle. ils Ce sont genre morts, de personne, normalement. genre de meuf. Normalement, ils sont morts, mais. C'est la même personne qui dit tu veux un kawa. Ouais. Ouais, tu veux Et que- Trouillon. Bon, bref. Non, alors je vais vous raconter l'anecdote de cette scène parce qu'elle est un peu. En plus, c'est marrant. Je suis content de me la raconter. Parce que je vous explique les trajets de scénaristes et tout ça. Enfin, j'espère que c'est intéressant. Quand on écrit la scène, on se dit putain, c'est la première meuf qui doit. Structurellement, tu bosses avec ton co-scénariste, on se dit bon, c'est la première meuf qui va essayer de pécho pour oublier son ex, puisque c'est ça que lui propose Manu juste avant. Donc, tu dis, il faut qu'évidemment, pour qu'on se marque, c'est la pure meuf. Donc, tu te fais des listings de c'est quoi la pire meuf. Donc, on est là avec Mathieu et je dis, vas-y, la meuf, elle est punk. Je dis, oh, on l'a déjà vu 1000 fois. La meuf, elle est sale. Oh, bon, tu vois. Et je cherche. Et à un moment donné, je dis, man, je sais. Et pourquoi je sais? Et c'est ça qui est génial, c'est que dans ta vie, j'ai l'impression que des fois, si tu la regardes bien, elle est truffée de toutes les réponses qu'il te faut. Tu n'inventes rien. Tout est dans ta vie, tout est pré-programmé. Tu sais, comme dans ton iPhone. En fait, tu as le mode d'emploi dans ton iPhone. Dans l'iPhone lui-même. Eh ben, c'est dans ta vie. C'est quand tu écris, c'est pareil. Je vais vous expliquer ce truc-là. Donc, moi, j'ai un père qui est d'origine juive pied-noir. Et dans mon truc un peu de... maintenant, c'est la génération d'après papa. Donc, on n'a pas l'accent à la maison, des chics. D'affranchissement. Il a des potes qui sont très marqués, si tu veux, très connotés culturellement. Et moi, je lui disais quand j'étais gosse, mais papa, pourquoi t'as un accent de ouf quand t'es avec eux, quand ils sont pas là, ils ont... Et il avait un pote qui était plus, disons, bigarré que les autres. Et moi, je le faisais chier un peu là-dessus. Mais un jour, mon père me dit, bah tu vois, Henri, que tu critiques, parce qu'il a un accent trop marqué, eh ben, lui, il a baisé la femme d'un des, je peux pas dire le nom, d'un des élus du Front National. Génial. Et je me souviens de cette histoire. Et ce mec que je trouvais un peu embarrassant, si vous voyez, quand t'as le complexe de l'immigré, tu vois, que tu veux... Qui était un gars qui avait un accent trop franc-parler, trop Raymond Bétoun, si tu veux, pour moi, petit connard qui peut pas assumer ses origines correctement, devient mon héros parce qu'il baise la femme d'un élu du Front National une fois par semaine. C'est son régulier. C'est son baiser, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il venait à la maison, je lui faisais un accueil de genre, c'est mon héros. Et je me souviens de ça pendant que j'écris avec Mathieu. Je dis, man, il va baiser une meuf qui est nazie, antisémite, et ça vient de là. C'est génial. Alors, est-ce que c'est vrai que tu as écrit le rôle de Manu pour Manu? Ouais. Voilà, tout part de. Non, mais ouais, voilà, c'est ça la question. S'il avait dit non, C'est t'étais quand dans même la une merde question. ou...
Non, c'était pour avoir confirmation. On l'a éventualisé qu'ils nous disent Ouais. non, parce qu'on a vraiment écrit le film Mathieu et moi en total secret en se disant si on veut protéger ce qu'on fait, il faut que personne ne sache. Non pas parce que tout le monde s'intéressait à ce qu'on faisait, mais, et je le dis d'ailleurs pour les gens qui veulent écrire des films et tout, je pense qu'il faut jamais raconter les films sur lesquels on bosse, non pas parce que tu as peur de l'œil ou je sais pas quoi, ou de trucs, mais c'est que je pense que le fait de ne pas pouvoir en parler nourrit une forme de frustration qui fait que ton film n'existe que quand tu bosses. Et en gros, si tu en parles avec tes potes, il existe moins, donc ta frustration qu'il n'existe pas, elle se dilue puisqu'il existe un peu quand tu en parles. Alors que si tu n'en parles pas, eh ben, il pourra exister que quand tu travailles dessus, donc tu vas aller plus vite si tu n'en parles pas. Voilà. C'est ça ma petite technique. Mais donc pourquoi... Et quand on l'a écrit, on s'était dit, putain, si jamais Manu il le fait pas, bah, Mathieu à un moment donné, il a fait un coup de flip avant qu'on donne envoi à Manu, et il a dit, mais mec, s'il le fait pas, comment on fait? Et moi j'étais là dans l'ambiance, bah c'est mon meilleur pote, Manu, c'est aussi ton meilleur pote, Mathieu, mais s'il le fait pas, bah il le fait pas, et puis il le fait pas. Et on le dira avec un autre gars. J'étais déjà vexé avant qu'il ait dit non. Et puis qu'il se fait enculer. Et finalement, il a dit oui et c'était cool. En 2017, c'est Gangsterdam. Dans les bistrots, ils disent Gangsterdam. Ah oui, Gangsterdam. Gangsterdam, ton deuxième C'est film. raciste, c'est bien. On a vu ça, on a vu le dernier James Bond. James Bond, c'est vachement bien. Et Gangsterdam, Cavadam. Cavadam. Toujours coécrit avec Mathieu Mathieu, Houlion. ouais. Et Julien War et Rémi Four aussi, ouais. Alors là, le film va connaître une petite polémique. Oh, putain. Petite, le mot. Bien costard. le Bien costard. le mot est faible, qui va faire un petit peu couler le film. Ah oui, ça a enculé le film. Voilà. Bon, Si le film avait eu un trou du cul, cette polémique a été vraiment ce qu'il y a. Le film a été enculé par une polémique. Non, mais je pense qu'il s'est auto-enculé tout seul, le film. Pour dire les choses claires. Non, parce que. Mais vas-y, pose ta question. il n'y avait pas de question, c'était. Est-ce que tu peux rappeler la polémique? Ah, bah le film, il a été accusé d'homophobie, sexisme, racisme. Tous les trucs en is, tous les ib, tous les amphibies, ils auraient pu dire. Ils auraient pu dire tous les queutrus. Et franchement, si j'étais de mauvaise foi, je dirais ouais, la presse, machin et tout. Mais ma mère m'a appris un truc qui est une vraie leçon, je pense. Et je dis pas ça pour me battre la coulpe, déjà parce que j'ai envie de dire le mot coulpe. Mais je pense qu'il y a et ça marche très bien par rapport, c'est une mise en abîme par rapport au fait qu'on fait une émission de radio tous ensemble. C'est que message mal reçu égale message mal émis. Et je pense que si les gens ne comprennent pas ce que tu as voulu dire, c'est que tu t'es mal exprimé. En aucun cas, moi quand j'ai fait ce film, j'ai eu le désir de vouloir célébrer des blagues racistes ou quoi que ce soit. Moi je pense, mais après j'ai confondu, je pense, la sphère privée et la sphère publique, c'est pas la même chose. Juste d'ailleurs, c'est intéressant ça parce que j'ai eu cette discussion avec un mec qui tient un stand-up à New York cet été, c'est pour vous faire rêver un petit peu. Et le mec m'a dit, il y a plein de gens, et moi j'ai été faire du stand-up à New York cet été, j'ai vu ce truc-là, et le mec, et je fais des blagues, tu vois, sur, je sais plus, sur l'infidélité à un moment donné, il me dit, tu peux pas dire ça. Je dis, mais pourquoi je peux pas dire ça? Et il m'a dit un truc qui est vraiment, il est resté une leçon pour moi, il me dit, il y a probablement dans l'assistance plein de gens qui trompent leurs femmes, mais collectivement, tu ne peux pas faire des blagues sur l'infidélité parce que ça met tout le monde mal à l'aise. Et je pense que c'est pour parler par exemple de Gangsterdam, il y a des blagues qui dans l'intimité en fait ne posent aucun problème parce que tout le monde sait qu'on n'est pas raciste, mais qui dans l'amphithéâtre, dans le sanctuaire d'une salle de cinéma, se transmettent pas bien. Et en tout cas pas pour tout le monde. Il y a des gens qui savent, qui sont à l'aise avec ça. Et en fait, je pense que tu dois faire des films pas pour tout le monde, mais s'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc moi, c'est la leçon que je retiens de ça. Ça ne veut pas dire que je vais faire des trucs plus aseptisés par la suite, mais je ferai plus attention. Un message mal donné, message mal reçu, c'est-à-dire message mal émis, message mal reçu égale message mal émis. Ah oui, voilà, mal émis. Et il y a même eu une pétition pour interdire le. Ah ouais, on a eu tout. C'est allé très très loin. Ouais, c'était très dur. Là, je vous le raconte à la cool, mais j'ai été très merdique. J'ai été à chier. Alors tout le monde t'est tombé dessus, sauf ici, dans Pantoufles. C'est vrai, Léa avait vu le film. Ah oui. Et Léa c'est pour ça que je suis venu. Je vous dis merci d'être les derniers à me recevoir. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites après dîner? Qu'est-ce que vous faites après l'émission? Parce que moi, je suis tout seul. Et j'allais aller faire un petit buffalo grill. Et ben on va tout faire ensemble. On va écouter un petit extrait de ce que disait Léa. On fait un petit cabrel ensemble. Voilà. On écoute un petit extrait. On est donc dans un film d'action romantico-comique qui vise un public plus jeune que le précédent film du réalisateur Romain Lévy, mais avec un véritable talent de mise en scène mature et accompli. Si l'histoire de base est plutôt simple, d'ailleurs ça tombe bien, on n'est pas venu se prendre la tête mais se divertir, le scénario est vraiment conçu comme une poupée russe. Dès qu'on croit qu'on a résolu le problème, un autre apparaît, c'est un climax dans un climax, une succession de rebondissements. Ce scénario dingue et rocambolesque est servi avec brio.
ou plutôt avec Kev Adams, je vous en prie, qui incarne un personnage qu'il ne connaît malheureusement que trop bien, celui du timide qui pue la défaite. Voilà, donc tu vois. Mais je sais, je m'en souviens, je crois que c'était la seule personne à me soutenir. Voilà, elle est Je là. crois que Léa était là. Mais du coup, j'ai une question par rapport justement à cette polémique et à la leçon que t'as donnée ta maman. Est-ce que tu as l'impression du coup que les petits mots qui ont été échangés entre les deux personnages, suite de Combelevin et de Kev Adams, c'est vraiment surtout cette blague-là sur le viol cool qui a été vachement mis en avant. Est-ce que vraiment la blague est plus nulle ou plus dégueu, ou est-ce qu'elle elle est vraiment moins bien écrite que celle de Benjamin Laverne dans Radio Star, qui est immonde sur les enfants. Elle est affreuse. Elle est immonde. Mais moi, c'est ma réplique préférée, que ce soit elle clair. est marrante, ouais, mais je trouve que c'est du même niveau. Tu vois, c'est gentil, mais je pense que c'est plus. Il y a plus. Non, il y a de ça. C'est mon analyse. D'ailleurs, moi, je vais regarder après l'émission, tu vois ce que les gens ils disent, parce que ça m'intéresse, tu vois, parce que nous, on se refait le match, tu vois, sur le point de se balancer d'une falaise, mais on se refait le match. Non, mais c'est dur, je le dis. bien sûr. Je le dis même pour les gars. Après, je sais que des fois, on a envie de défoncer les films qui sont pas bien et tout, mais je le dis pas pour moi, parce que défoncez-moi. Après tout, je propose des films au reste du monde, donc il faut l'assumer. Mais je vous jure que des fois, il y a des trucs, tu lis des trucs, tu dis, waouh. Quand t'as des mecs qui te disent, il faut que t'arrêtes le cinéma. Je vous jure, moi, je le fais mon métier avec. Une volonté de faire kiffer les gens et d'être hyper riche et tout, mais... Allez, tu vas encore en prendre pas la gueule. Non, mais vraiment, je le fais avec... Et donc, c'était le plus dur pour moi, surtout qu'en plus, inversement proportionnel, Radio Star, j'ai eu des déluges d'amour, donc tu vois. Je pense que c'est marrant que tu fasses cette comparaison, parce que moi, je l'avais jamais faite entre la blague sur les gosses que tu as dans Radio Star et celle que tu as dans Gangsta. Non, je pense que, déjà, il y a un problème d'emballage. C'est que Kev... Et moi, je l'ai vécu dans les avant-premières, faut pas se mentir. Quand tu as des mômes de 6 piges qui sont dans les avant-premières, et moi, je l'avais pas. J'ai été trop. Quoi. Si, mais tu sais, les idées, ce qui va tomber sur la gueule, tu le vois, mais tu veux pas le voir. En fait, tu as pris le comédien que tu voulais, mais t'as pas réalisé que tu prenais son public aussi, peut-être. Non, je le savais, mais j'ai pas voulu l'admettre. J'ai cru que j'étais trop arrogant. J'ai dit. Ouais, mais moi, je peux te transformer en comédien. Justement, je vous parlais de Monsieur Hir, c'était une de mes rêves. Quand je disais, putain, on a toujours connu, par exemple, Michel Blanc, mec qui est marrant, qui lose. Et c'est vrai qu'il a une gravité fantastique, Michel Blanc dans Monsieur Hir. Sauf que le film, il est centré sur Michel Blanc. C'est-à-dire que le sujet, c'est Michel Blanc qui est réinventé. Moi, j'ai pas. Donc, il y a ça. Et puis aussi, il faut avoir de l'humilité, je pense, en France, et même quand tu es metteur en scène. C'est que. Et moi, je pense que j'ai manqué d'humilité. Voilà, c'est aussi bête. Ça se résume à ça. On fait beaucoup de circonvolutions. Mais c'est que Kev Adams. Quand tu vas voir Gangsta Dame, tu vas pas voir le film de Romain Lévy, comme je l'ai écrit bêtement dans la bande-annonce. J'ai écrit le deuxième film de Romain Lévy, ça me faisait triper, parce que je voyais les trucs de Tarantino que j'avais rencontré juste un peu avant. Je m'étais chauffé la gueule, tu vois. T'es con, quoi, tu te rends pas compte. Et en fait, non, mec, c'est le film de Kev Adams. Et les gars, les mômes, ils viennent voir le film de Kev Adams. Il y a un constat un peu triste derrière, c'est que c'est difficile pour lui, par exemple, tu vois, d'arriver à drainer un nouveau public. Bon, je lui souhaite, parce que je vous jure, et moi, je l'ai défendu... en télé, parce que j'étais m'expliquer à un moment donné en télé de tout ce bordel et tout. Et c'est relou, parce que si le jour où il veut faire un autre film, il y a mon film qui empêche les producteurs ou les financiers de croire qu'ils peuvent faire autre chose. Donc il y a ça, il y a ce problème-là. Et puis, je pense, ça c'est pour répondre à ta remarque, Florian, c'est que je crois qu'il y a aussi un truc qui est, je trouve, moins beau, parce que moi je veux bien assumer ma part de conneries, mais il y a un truc qui est moins beau dans le truc, c'est que parce qu'il y a Kev Adams, et pas parce qu'uniquement il est avec des jeunes, on autorise Benjamin Laverne à faire la blague, parce que c'est Benjamin Laverne. Je vous dis, si c'est François Civil, que j'adore aussi, super comédien, à la place de Kev, personne, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que le film en reçoit beaucoup moins d'attaques. Je pense que tu as raison, c'est sûr. Et je vous jure que je dis pas ça pour me défausser, je prends ma part de responsabilité, parce que si je la prends pas, je vais me reprendre encore un mur au prochain film. Je veux pas, je veux comprendre ce qui m'est arrivé, sinon je suis comme les mecs qui disent ouais, c'est tous des connards, et je deviens comme Dieudonné tout seul sur scène, ou Lenny Bruce à lire les minutes de mon procès, tu vois, je m'en sors pas. Il faut savoir se comprendre dans la vie, il faut comprendre pourquoi on a échoué. Mais je pense qu'il y a un petit truc, et ça je trouve que c'est dommage. Bon, c'est comme ça, mais tu composes, quoi, c'est la réalité, il faut faire avec la réalité, il faut comprendre, quoi. En tout cas, ça t'empêchera pas de faire un autre film. Bah, j'espère, on va voir. Enfin. Non, je pense que si tu travailles sérieusement. Moi, je crois au travail. Alors, il y a des projets. Alors, tu l'as dit, tu n'aimes pas parler des films, mais il y a des projets qui arrivent. Ouais. Il y a un tournage qui arrive. Ouais, il y a une tournée. Ouais, tu connais le mec. Il y a une tournée, il y a un bouquin, il y a un album de salsa aussi. Je suis hyper content. Je suis hyper content. Il y a un spectacle de marionnettes qui aura lieu au Champ de Mars. J'invite d'ailleurs tout le monde à venir avec ses gosses. Non, il y a 2 films.
Ce que j'écris, voilà, un le matin, un l'après-midi, une série. 2 films, une série et un autre film encore que je vais produire, je sais pas trop encore. De salsa donc. Ouais. Et non, puis ce qui est bien aussi dans un échec, c'est que tu comprends pourquoi peut-être t'es plus fait que pas fait. C'est-à-dire qu'en fait aussi sur Gangsterdam, c'est que les scènes de cascade, t'es comme un ouf de dire que tu vas faire des cascadeurs et tout. Moi, j'étais comme un ouf de parler avec des gars qui te disaient ouais, alors, donc là, je vais lui mettre un coup derrière la nuque. C'est un atémie. Donc tu kiffes parler avec les techos comme ça parce qu'il y a, tu sais, c'est comme quand t'as des travaux. Toi, tu connais rien aux travaux, mais les mecs sont en train de te construire ta cuisine. Tu fais ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Tu fous rien, t'es là, tu fais ah ouais, d'accord. Ok. Donc vous êtes en train de faire d'accord. Vous voulez des cafés, les gars? Tu dis comment je peux être utile? Donc il y a ça quand tu fais un film technique. Alors Gangsterdam, je trouve qu'il est moins bien mis en scène que Radio Star pour d'autres raisons encore. Parce que j'ai pas osé, tu vois, parce qu'il faut être très fort techniquement pour faire des bons films d'action. Et je pense que j'avais pas osé être très fort. Je pense que tu deviens bon si tu te dis, mais il va falloir que je sois vraiment très très fort. Et en fait, c'est quand même des techniciens, les mecs qui tu vois, Richard Donner, c'est un très grand technicien, tu vois. Même Shane Black, tu vois, il est plus fort en direction d'acteur Enfin, je pense que c'est un peu. Et moi, je pense que je n'ai pas accepté qu'il fallait vraiment avoir ce niveau-là pour être au niveau. Et où j'en étais. Et c'était quoi la question? C'était les projets. Oui, et donc ouais. Et donc et d'avoir fait un film un peu aventure technique et tout, je pense que je suis plus fait pour les voir que pour les fabriquer. Moi, je me suis rendu compte, c'est pour citer une phrase de mon pote Manu Payet, il me disait quand je suis en vacances et qu'on va à la montagne et tout le monde dit t'as vu Manu, il y a cette montagne de ouf et tout. Et il dit un truc que je trouve très très beau. Il dit c'est beau la montagne, mais je préfère les gens. Et moi, je préfère les gens. Voilà, comme lui. Eh ben, tu reviendras nous parler de ces avec de grand ces films, plaisir, de ces séries. avec très grand plaisir. Mais Romain Lévy reste avec nous. On le retrouve après Tata and the This, les crevettes. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors comme tu as écrit et réalisé Radio Star, je vais te faire une interview radio. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt radioactif ou hyperactif? Hyperactif. Plutôt radiologie ou cardiologie? Cardiologie. Plutôt Good Morning England ou Good Morning Vietnam? Good Morning Vietnam. On a parlé. Plutôt On the Radio de Donna Summer ou Video Kill The Real Star? On the Radio, j'adore Donna Summer. Surtout les trucs avec Céron, je trouve ça excellent. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Plutôt radio cassette ou radio réveil? Radio cassette. Et enfin plutôt Rockstar ou Radio Star? Radio Star. Ouais. Voilà, merci. Ils m'ont fait combiner gratos. J'étais hyper content. T'as vu, Vous m'avez pas fait Steve Jobs ou Blowjobs? Ça, je voulais faire. Parce que j'attends qu'il m'appelle juste pour que je dise Blowjob. Putain, quand est-ce que vous appelez Combini? Putain, maintenant culé là. Je suis là, putain.